C'est à la suite de la Révolution française et de la période avec Napoléon Bonaparte que la France se retrouve à nouveau dans une situation politique plutôt monarchique. On va avoir des monarchies constitutionnelles qui vont être mises en place, la Restauration, la monarchie de Juillet, mais on va aussi avoir à une échelle plus européenne, un ordre européen qui se met en place, le mouvement des nationalités ainsi que le printemps des peuples qui se développe. Ce sont ces différents éléments qu'on va essayer de traiter ici en se demandant comment les relations entre les souverains et les peuples européens évoluent entre 1814 et 1848. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Europe entre Restauration et Révolution de 1814 à 1848. Première partie, la Restauration de 1814 à 1830. En 1814, puis en 1815, après les 100 jours de Napoléon, Louis XVIII est porté au pouvoir par les puissances européennes, qui ont fait tomber justement Napoléon Ier. Leur objectif était de remettre un souverain à la tête de la France. Pour allier l'opinion publique qui ne voit pas cette restauration d'un œil très positif, il doit accepter une partie des acquis de la Révolution de 1789. Contrairement aux ultras et à son frère, le futur Charles X, Louis XVIII comprend qu'un retour pur et simple à la monarchie absolue est impossible. Il va mettre en place différentes choses, il va imposer le remplacement du drapeau tricolore, vous savez le bleu de Paris, le blanc royal et rouge du sang du peuple, par le drapeau blanc de la monarchie qui était déjà en place auparavant. Mais la charte de juin 1814 montre sa volonté de compromis. Elle rend au catholicisme son statut de religion d'État, sans supprimer toutefois la liberté de culte. C'est ici quand même une avancée par rapport au règne de Louis XVI. D'ailleurs, Louis XVI avait un fils, Louis XVII, qui est mort en 1795, et ça c'est un des éléments qui montre qu'il y a une continuité dans cette monarchie, c'est que Louis XVIII fait démarrer son règne en 1795. Il efface vraiment toute la période révolutionnaire, même la période bonapartiste. Et ça se voit sur la charte qu'il met en place en 1814, qu'il date de la 19e année de son règne. 3 articles que je vous ai mis de cette charte qui sont importants. Les Français sont égaux devant la loi. La liberté individuelle, elle est également garantie. Personne ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas prévus par la loi. Donc on a vraiment un pouvoir royal qui est ici, certes, tout puissant, mais bien moins puissant qu'à l'époque monarchique de Louis XVI et de ses prédécesseurs. Le système politique de cette charte de 1814, il met encore en place un suffrage censitaire avec des citoyens riches, hommes de plus de 30 ans, payant plus de 300 francs d'impôts, qui vont élire les députés. Députés élus pour 5 ans, qui vont avoir un pouvoir législatif, ils vont pouvoir voter les lois, c'est la Chambre des députés. Dans le même temps, vous avez le roi qui lui va pouvoir dissoudre cette assemblée de députés, et il va avoir en plus le droit de nommer et de renvoyer ses ministres, mais aussi de nommer les pairs. Les pairs, ce sont des personnes qui sont nommées à vie ou héréditaires et qui font partie de la seconde chambre, en plus de la chambre des députés, la chambre des pairs. Le roi, quant à lui, il a un caractère toujours inviolable et sacré, notamment à partir de 1825. Il prépare la loi et il peut légiférer par ordonnance, c'est-à-dire qu'il peut se passer, tout simplement, de l'avis des différentes assemblées. Donc on voit quand même qu'il y a une forme de renouveau dans le système politique où le roi a de plus en plus de pouvoir. Dans le même temps, les ultras, ceux qui veulent justement un renforcement et même une restauration totalement complète, se déchaînent contre ceux qu'on va suspecter d'être républicains ou partisans des idées révolutionnaires. Ils vont mettre en place ce que l'on appelle la terreur blanche le lendemain de la défaite de Waterloo en 1815. Cette dernière va faire des milliers de victimes. De 1816 à 1820, les modérés constitutionnels reprennent le contrôle du gouvernement petit à petit. Ils vont voter des lois beaucoup plus libérales.
Mais après l'assassinat du duc de Berry par un bonapartiste en 1820, les ultras reprennent le pouvoir. C'est le ministère Villèle qui est en place de 1821 à 1828. Ils apposent un programme réactionnaire dans la loi du double vote qui permet aux électeurs les plus riches de voter 2 fois. Donc on est bien loin du système égalitaire qu'on en avait lors de la Révolution française. Le duc de Berry, c'était le fils du futur Charles X et l'espoir des Bourbons. Il est assassiné par le bonapartiste Louvel et c'est à partir de cette date que les ultras, justement, comme je l'ai dit, suspendent les libertés individuelles et restreignent le droit de vote. La scission politique se remarque donc à travers des attentats, donc elle touche vraiment l'ensemble de la population et du peuple. Louis XVIII finira par mourir le 16 septembre 1824. Il est remplacé alors par son frère, Charles X. Le roi impose d'emblée 2 lois qu'ils font apparaître comme le protecteur assumé de 2 piliers de l'Ancien Régime, que sont l'Église et l'aristocratie. La loi sacrilège, qui punira de mort les profanateurs d'Église, le 20 avril 1825, et la loi dite du milliard des immigrés, le 28 avril de la même année, qui va prévoir l'indemnisation des nobles qui ont fui pendant la Révolution et dont les biens avaient été confisqués. On est beaucoup plus sur une restauration de l'Ancien Régime, encore une fois. Une orientation absolutiste donc s'affirme, sacrée à Reims le 29 mai 1825, Charles X fait apparaître pleinement comme un roi de droit divin. Le ministère ultra-royaliste dirigé par Polignac de 1829 à 1830, le dernier de cette restauration, impose un pouvoir très autoritaire. La chambre où dominent les constitutionnels proteste et Charles X la dissout le 16 mai 1830. Je vous rappelle, c'était un droit du roi. Mais l'opposition l'emporte à nouveau, avec des nouvelles élections législatives le 19 juillet 1830. Le roi signe alors des ordonnances qui suspendent liberté de la presse, dissolvent de nouveau la Chambre des députés et modifient le système électoral. Le mécontentement du peuple est alors à son comble. Partie 2. La monarchie de juillet, 1830-1848. Cette monarchie de juillet, elle est très importante, notamment parce qu'elle provient et elle découle d'une décision de Charles X, les 4 ordonnances du 26 juillet 1830 qui enlèvent les droits au peuple, droits durement gagnés durant cette révolution. Ça déclenche donc cette révolution que l'on appelle la révolution des Trois Glorieuses. On va avoir des libéraux et des républicains qui vont y participer, car ils se rejoignent dans leur détestation du régime, même si les libéraux, les premiers, ne souhaitent obtenir qu'une monarchie réellement parlementaire. Les seconds, quant à eux, veulent la fin pure et simple de la monarchie, ce sont les républicains. Dans tous les cas, pour les libéraux comme pour les républicains, le régime actuel ne leur convient pas. C'est donc le 27 au 29 juillet 1830, journée connue sous le nom des Trois Glorieuses, que 10 000 insurgés dressent des milliers de barricades dans Paris. Les combats font 1 millier de victimes et obligent Charles X à abdiquer et quitter le pays. L'un des tableaux les plus connus, c'est l'allégorie de la liberté qui est dans Le Peuple, tableau d'Eugène Delacroix. On y voit une représentation de Marianne, allégorie de la liberté, portant le drapeau de la Révolution, guidant toutes les classes sociales, même un gamin de Paris, marchant sur des cadavres, mais amenant justement à la reconquête, ou même la reconquête des différents droits acquis durant cette Révolution française. Après ces Trois Glorieuses, Charles X, écarté, ne pourra plus rentrer dans Paris, il aura fait couler le sang du peuple, et ce seront les royalistes modérés, bientôt appelés orléanistes, qui prennent la mise en place d'une république. Ils favorisent alors l'accession au trône de Philippe d'Orléans, le cousin de Charles X, mais surtout le fils du révolutionnaire Philippe Égalité. On est ici sur un candidat qui remplit tous les critères. Une part où il a justement un lien de parenté avec la monarchie, l'ancienne monarchie, et d'une autre part, il a un lien de sang avec un ancien révolutionnaire. On ralliera le marquis de Lafayette, figure majeure de 1689, à la solution orléaniste et à Louis-Philippe, bien sûr. Le 9 août 1830, Philippe d'Orléans devient alors Louis-Philippe Ier, roi des Français. Les débuts de son règne seront difficiles. Le début de la monarchie, qu'on appellera monarchie de juillet, va être marqué par plusieurs changements. Louis-Philippe va devoir prêter serment sur une charte qui est révisée et le drapeau tricolore va être adopté. Très vite, les orléanistes qui l'ont porté au pouvoir vont se diviser en 2 tendances. Le parti du mouvement, Odillon, Barrot qui en feront partie, qui va approuver ces réformes, et celui de la résistance, avec notamment François Guizot, qui va estimer que la révolution est finie et qui va refuser ces nouvelles réformes. Dès mars 1831, le camp de la résistance est aux affaires. Le régime va être aussi contesté à la fois par ses opposants politiques, légitimistes, qui eux sont favorables au retour des Bourbons ou au retour des Bonaparte, ainsi que par des émeutes populaires qui vont se multiplier dans un contexte de misère et de mauvaise récolte.
révoltes qui vont avoir lieu notamment à Lyon en 1831 ou encore en 1834. En juillet 1835, on va avoir un attentat d'un républicain de Giuseppe Fieschi contre Louis-Philippe. Ce dernier conduit le régime à adopter une série de lois répressives appelées les lois de septembre, qui incluent notamment le rétablissement de la censure. On a de plus en plus un pouvoir qui se referme et qui évite justement les progrès qu'on avait eus durant la Révolution française. Dans l'esprit de nombreux Français, le roi citoyen va avoir cédé sa place au roi bourgeois. Et une politique de plus en plus conservatrice va avoir lieu entre 1835 et 1848. Le roi bourgeois est le symbole de l'indifférence à la misère sociale de la bourgeoisie, qui est une bourgeoisie conservatrice mais aussi industrielle. Politiquement, des Thiers, des Guizot vont s'opposer sur la nature parlementaire du régime. Thiers va estimer que le roi règne mais ne gouverne pas. Il devrait donc choisir ses ministres en fonction de la majorité du Parlement. Le second, Guizot, lui est convaincu que le trône n'est pas un fauteuil vide. Le roi peut donc décider sans prendre l'avis des députés. On a donc même au sein des différents partis politiques et au sein de cette élite politique des divergences par rapport au règne qui est en place et notamment par rapport au mouvement politique qui est en place à ce moment-là. À partir de 1840, Guizot domine le ministère, même si officiellement il ne détient le pouvoir qu'à partir de 1847 avec le titre de président du Conseil. C'est ce que l'on appelle historiquement le moment Guizot. Son gouvernement va moderniser le pays, il va contribuer à la prospérité économique. Il met en place une loi en 1842 sur l'élargissement du réseau ferré et notamment le recul du chômage. Il mènera aussi une politique très conservatrice. Afin d'assurer la prépondérance de la bourgeoisie aisée, Guizot refuse obstinément l'abaissement du cens et s'affirme comme un ennemi décidé du suffrage universel. En effet, certains députés souhaitaient que le cens soit justement plus bas pour qu'une majorité de nouveaux députés puissent prendre la place et tout simplement qu'il y ait un renouvellement politique. Guizot, lui, souhaite qu'il reste une forme de richesse, en fait, tout simplement, de députés au pouvoir. Face à l'intransigeance de Guizot, à la crise économique qui aggrave les tensions à partir de 1846, une opposition se met en place. C'est ce que l'on appelle la campagne des banquets qui a lieu de 1847 à 1848. Cette campagne permet de contourner l'interdiction des réunions politiques. En effet, les réunions politiques étant interdites, les républicains utilisent les banquets pour s'exprimer en tant qu'opposition. Les toasts portés au cours de ces banquets sont un moyen détourné de critiquer en fait le gouvernement. Conscient du danger, le gouvernement décide le 14 janvier 1848 d'interdire un banquet prévu à Paris. Les organisateurs sont prêts à s'incliner, mais la situation leur échappe. La répression de cette manifestation ouvre une nouvelle révolution en février 1848 et marque la fin de la monarchie de Juillet. Partie 3, l'ordre du Congrès de Vienne, l'Europe des princes. On arrive sur le Congrès de Vienne. Il est tenu dans la capitale autrichienne entre septembre 1814 et juin 1815. Il réunit tous les dirigeants européens. Cependant, ce sont les grands vainqueurs de Napoléon Ier, l'Autriche, la Prusse, la Russie, ainsi que le Royaume-Uni, qui vont décider des clauses de l'acte final. Ce congrès de Vienne, il est largement inspiré par le prince de Metternich, qui, soucieux de retour à l'ordre ancien, restaure le pouvoir des anciennes dynasties renversées sous la Révolution française ou encore sous l'Empire napoléonien. En France, les Bourbons vont être établis sur le trône de France en la personne de Louis XVIII, le frère de Louis XVI. L'une des caricatures les plus connues présente le gâteau des rois. On y voit de gauche à droite François Ier d'Autriche, Frédéric Guillaume III de Prusse, Alexandre Ier de Russie, un représentant de l'Angleterre qui s'appelle Castlereagh, Murat, Napoléon et le roi de Rome, et sous la table Talleyrand et le portrait de Louis XVIII. Ici c'est une gravure satirique, on voit vraiment en fait avec une épée on se découpe complètement la nouvelle carte de l'Europe. À la suite de ce congrès de Vienne, c'est deux nouvelles alliances qui se mettent en place, la Sainte Alliance et la Quadruple Alliance. Le dispositif international y repose avant tout sur la Sainte Alliance, scellée le 26 septembre 1815 entre l'Autriche, la Russie et la Prusse. Il s'agit d'un engagement de solidarité mutuelle qui permet de réprimer par la force d'éventuels troubles révolutionnaires. Ces trois vainqueurs forment une union sacrée fondée sur le maintien de la tradition monarchique et chrétienne et opposée bien sûr aux mouvements nationaux. Le Royaume-Uni refuse quant à lui d'y participer, jugeant cette alliance réactionnaire. De l'autre côté, on a aussi la Quadruple Alliance, le 20 novembre 1815, qui inclut cette fois le Royaume-Uni et qui prévoit l'organisation régulière des congrès internationaux, comme celui de Vérone en 1822. Il est destiné à empêcher tout mouvement national en Europe. Peu à peu, la France, elle réintègre ce que l'on appelle le concert européen, c'est-à-dire tout simplement le système politique européen avec les grands en fait de ce monde.
Et la France retrouve la confiance des Alliés après son intervention militaire en Espagne en 1823 contre un mouvement révolutionnaire libéral mettant en danger la monarchie de Ferdinand VII. C'est à ce moment-là que l'on a une prise très célèbre, la prise du Trocadéro, où les troupes françaises interviennent au nom de la Sainte-Alliance et prennent ce fort à Cadix, ce qui leur permet de rétablir le pouvoir absolu du roi de Bourbon, Ferdinand VII. Partie 4, l'essor du mouvement des nationalités. Les revendications des peuples ne sont pas prises en compte dans cette revendication et cette circulation des idées. Ceux-ci aspirent de plus en plus à des libertés, à des droits, et notamment à des droits politiques. C'est l'émergence des mouvements libéraux. Un mouvement libéral, c'est un mouvement de lutte des libéraux contre le pouvoir absolu, ce pour l'adoption d'une constitution et pour la conquête des libertés individuelles, liberté de presse, d'opinion ou encore de culte. Tous ces mouvements s'inspirent notamment du siècle des Lumières et du fonctionnement de la politique du Royaume-Uni. L'unité ou l'indépendance de nations divisées ou dominées sont également des préoccupations de première importance. Au sein même des États, en fait, vous allez avoir des mouvements qu'on appelle mouvements nationaux. Ce sont des mouvements de lutte de patriotes à l'intérieur d'un État qui vont vouloir l'indépendance vis-à-vis d'une domination étrangère de leur État ou alors pour unifier une nation qui est sur plusieurs frontières. Cela entraîne un peu partout en Europe, Allemagne, Italie, Pologne ou France, que les libéraux et les patriotes vont s'organiser afin de faire tomber les idées nouvelles. On va avoir par exemple l'organisation, et vous excuserez mon accent allemand, des Burschenschaften, qui vont profiter des fêtes pour organiser une manifestation de défense et des idées libérales, ainsi que de l'unité nationale. Ce sont les étudiants allemands, tout simplement, que vous voyez ici, qui sont en train de se réunir. En Thuringe, ils finissent par détruire, lors d'un grand autodafé, des livres antilibéraux à l'occasion du 300e anniversaire de la protestation de Luther et du 4e anniversaire de la bataille de Leipzig. Cette association du Burschenschaften, elle a tout simplement des couleurs, les couleurs noires, rouge et or, et donc est facilement reconnaissable, que ce soit sur les tableaux ou même au quotidien. La seconde association dont je peux parler, c'est les Carbonari. Ce sont des membres de sociétés secrètes, nées en Italie, qui vont lutter pour l'unité italienne en défendant des idéaux libéraux aux dépens des monarchies absolues. Il va y avoir énormément de soulèvements en Italie, notamment entre 1820 et 1821, ou entre 1830 et 1831. La lutte contre ces mouvements va aussi se faire par l'écrit, avec par exemple Mazzini Giuseppe, qui dans ses notes autobiographiques ou dans son manifeste, va critiquer les associations libérales italiennes. La Jeune Italie dont il parle, c'est un journal et un mouvement républicain italien, nationaliste et indépendantiste, fondé justement en 1831 par Mazzini à Marseille. Ses couleurs, quant à elles, sont le blanc, le rouge et le vert. C'est aussi le moment où on va avoir les premiers hymnes qui vont apparaître avec des compositeurs patriotes qui veulent justement amener l'indépendance, et on va regrouper avec des couleurs, donc l'idée des futurs drapeaux, et aussi avec justement des hymnes, ces différents groupes patriotes et cette volonté d'avoir des États-nations. Pour la majorité de ces groupes, l'insurrection, c'est le moyen le plus employé pour tenter à obtenir des changements politiques. Vous avez les Grecs qui, à partir de 1821, vont être en révolte contre l'Empire ottoman. Ils parviennent à rallier l'opinion européenne à leur cause, c'est ce qu'on appelle le philhellénisme, ce qui va pousser les puissances occidentales à les aider dans leur marche vers l'indépendance en 1830. Vous avez, dès 1822, les massacres de Chios, qui reçoivent un écho important au sein de la jeunesse romantique européenne, avec des écrits de Lord Byron ou encore de Chateaubriand. Dans certains cas, aucune aide de la part des États européens n'interviendra. C'est le cas des Polonais en 1830, aucun État ne se mobilise en leur faveur pour empêcher la répression russe de Varsovie. De même pour les révoltes allemandes ou italiennes qui vont être réprimées par l'Autriche entre 1831 et 1832. La Belgique se soulève également en 1830, elle gagne son indépendance en 1831 grâce au soutien de la France et du Royaume-Uni. Le succès de toute cette vague révolutionnaire que vous avez dans les années 1830 reste quand même assez limité, avec certains États qui vont certes y arriver, mais avec de grosses pertes, d'autres États qui ne vont pas y arriver, et enfin des États qui vont y arriver, mais seulement et grâce au soutien d'autres États. On arrive sur notre dernière partie, le printemps des peuples de 1848. Dans l'Europe de 1848, les frustrations politiques de 1830 restent d'actualité. D'abord celle de la souveraineté nationale et des libertés face à des gouvernements autoritaires, ainsi que celle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, c'est un des principes les plus importants, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De plus, ces derniers veulent avoir le droit de revendiquer, selon les cas,
par exemple leur unité pour l'Allemagne ou l'Italie, leur indépendance pour les minorités par exemple sous domination autrichienne, la crise économique dans le même temps qui va toucher le continent à partir de 1846 accentue encore ces tensions. C'est dans ce contexte que de nombreuses nations comme les Allemands, les Hongrois ou encore les Tchèques, les Italiens entrent de nouveau en rébellion dans le siège de la France et se soulèvent dès 1848. On commence avec la première révolte viennoise du 13 mars 1848, c'est un grand bouleversement, car l'Autriche, elle apparaît jusqu'alors comme la principale garante de l'ordre du Congrès de Vienne sur le continent européen. Tous les foyers révolutionnaires se multiplient dès lors. Au cours des différents mois qui passent, les insurgés remportent de nombreux succès. Plusieurs souverains concèdent des constitutions libérales, notamment en Allemagne ou encore en Italie. Dans certains cas, les républicains parviennent même à prendre le pouvoir en chassant les Autrichiens de Venise ou le pape de Rome. À Vienne, les révolutions contraignent Metternich à l'exil en 1848. Les principales minorités de l'Empire, que ce soit les Tchèques, les Hongrois, les Roumains, cherchent alors à s'émanciper. Certaines libertés de parole, de réunion, d'association ou de presse sont alors accordées. A noter que ces révolutions, on appelle ça le printemps des peuples, et ça débute en janvier 1848 avec Milan, puis la Sicile qui vont être les premières à s'insurger. Mais c'est surtout en fait toute cette révolution de février en France qui a les valeurs de modèle. En mars, presque toute l'Europe finit par s'embraser. Les revendications démocratiques, libérales ou nationales révèlent donc un malaise profond au sein des différents peuples européens. On va avoir des combats de barricades qui vont avoir lieu même à Berlin, et ça c'est un des éléments très importants, avec des foyers révolutionnaires à Paris, à Berlin, je viens de le dire, à Prague, à Vienne, à Londres, à Budapest, etc., etc., dans toutes les grandes villes, qui en fait étaient aussi les grandes villes des idéaux des Lumières, ainsi que les capitales des États, bien sûr. On va avoir un exemple de fermeté avec l'Autriche. Elle va écraser la révolution de Prague de juin 1848, qui a lieu à Vienne en octobre 1848. Elle va même obtenir, l'Autriche, l'aide de la Russie pour réprimer la résistance hongroise qui a lieu en 1849. En Italie, son armée va rétablir sur le trône les souverains que les républicains avaient chassés, tandis que la France restaure elle-même le pape à Rome en 1849. Quant au roi de Prusse, il va refuser la couronne d'Allemagne parce qu'elle lui est offerte par le Parlement qui lui est élu, alors que le roi, je vous rappelle, est monarchique et de droit divin. L'échec des révolutionnaires, il est cependant pas total. Outre le maintien de certaines réformes libérales, la Piémont-Sardaigne et la Prusse, par exemple, ont conservé leur constitution. Ils vont apparaître comme des possibles candidats aux futures unifications italiennes ou allemandes. Le printemps des peuples, il a tout de même prouvé la fragilité de certains gouvernements. Cette révolution, c'est donc une étape qui permet de renforcer la détermination des insurgés pour la suite. Et cette suite, les amis, eh bien on la verra une autre fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de plus de 20 minutes. J'en peux plus de faire des vidéos de vulgarisation aussi longues. C'est aussi pour ça que le format Pourquoi eh bien, est aussi présent sur la chaîne, parce que c'est très long pour moi de faire déjà rien que les records. C'est 20 minutes pour vous, mais ça doit être 1 heure à peu près pour moi en général. Les recherches, bien sûr, en amont, mais aussi le montage. Donc bien sûr, je vous rappelle, tout ça est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner. C'est la meilleure manière de me soutenir. Ça vous coûte rien à part un petit clic, un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça permet aussi énormément de soutenir mon travail. Puis ça me motive, honnêtement, je vais pas vous mentir. Et ça permet bien sûr aussi d'aider, que ce soit dans un cadre scolaire, parce que je vous rappelle que la majorité de ce que je fais est fait avec des manuels, si scolaires, que ce soit les documents, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont pris des manuels scolaires. Je vous les mens pas, c'est écrit dans toutes les descriptions des vidéos de comprendre, ou en tout cas dans un cadre extrascolaire pour ceux que ça intéresse aussi toute cette histoire-là. Et ça permet aussi d'avoir une connaissance plus globale de notre histoire, et c'est grâce à cette connaissance de notre histoire qu'on arrive le mieux à voir l'avenir. Je pense que ce sera mon nouveau laïus. Bref, je vous fais des bisous YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous souhaitez, sur Discord, tous les liens sont en description. Prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao. Et abonnez-vous bien sûr.